Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Alpha Diallo, consultant et notre éditorialiste Alfred Chango. Et tout de suite, dans l'actualité économique, les nouveaux modèles de la croissance inclusive en Afrique. C'est le thème choisi pour la 5e édition du Forum Afrique Développement, organisé par le Club Afrique Développement du groupe Attijari Wafa Bank. L'événement se déroule ces 16 et 17 mars et entend renforcer le partenariat gagnant-gagnant entre les pays africains. Un sujet de la rédaction. Le Forum Afrique Développement en est à sa 5e édition. Ses travaux se sont ouverts ce 16 mars à Casablanca au Maroc. Organisé par le Club Afrique Développement du groupe Attijari Wafa Bank, cet événement vise à favoriser le développement économique et social du continent grâce à une coopération sud-sud efficace. Un partenariat intra-africain qui se veut être le partage gagnant-gagnant de connaissances, d'expériences et de produits. Porté par des visions d'État d'avant-garde en faveur d'une coopération sud-sud agissante, nous avons atteint ensemble un nouveau palier. Depuis sa création, notre forum a ainsi mobilisé 6 000 opérateurs de 36 pays, généré près de 13 000 réunions d'affaires, donnant lieu à d'innombrables opportunités d'échange et d'investissement. L'Afrique, continent d'avenir, et pour cause, en son sein, on y trouve les meilleurs taux de croissance. Pourtant, cette croissance n'apparaît pas inclusive. Le partage des richesses, pas assez équitable, empêche de réduire significativement le taux de pauvreté. Malgré des taux moyens de croissance économique de 5% par an avec des perspectives toujours plus prometteuses que celles de la plupart des continents, l'impact de la croissance sur la pauvreté en Afrique est plus limité que partout ailleurs. Ce forum s'inscrit dans une vision à long terme. La démographie est telle que l'Afrique comptera 2 milliards d'habitants en 2050, dont une grande partie appartiendra à la classe moyenne. Un vaste marché donc, ouvert aux opérateurs économiques des 4 coins de l'Afrique. Alfred, la croissance, elle est présente en Afrique, mais c'est la croissance inclusive qui reste le problème central du continent. Mais absolument, c'est-à-dire que tous les ans, on voit les rapports des institutions financières monétaires internationales ou africaines qui montrent effectivement cette croissance importante en Afrique, croissance macroéconomique, sauf que la redistribution ne se fait pas. Ouais. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que pour que cette croissance puisse être inclusive, il faut effectivement que les politiques publiques, en amont, aient déjà décidé, mis en place des plans ou des programmes pour se dire nous avons des dividendes, nous allons les réinvestir. Par exemple, là, on vient de parler des énergies renouvelables. Pourquoi est-ce qu'il y a une fracture entre les villes et les campagnes, par exemple, les villes et les villages? Il n'y a pas d'électricité. Déjà, il y en a très peu dans les villes, mais dans les campagnes, il n'y en a pas. Comment est-ce qu'on va investir, justement, ou réinvestir les dividendes de la croissance dans la mise en place de l'énergie dans les campagnes? Comment est-ce qu'on va réinvestir dans la construction de routes pour permettre l'évacuation des produits agricoles des campagnes? Voilà toute une série de choses qui manquent justement à cette croissance-là, et ce type de forum permet justement de discuter, d'échanger autour de ces genres d'enjeux. Alpha Diallo, comment expliquer ces difficultés en termes de redistribution et de partage des richesses? En fait, la principale difficulté, c'est que les principales difficultés, c'est que il y a plein de gens qui sont laissés pour compte, en fait, au niveau des par les pays africains, par les dirigeants africains, dans la mesure où, comme le disait Alfred tout à l'heure, c'est que si du moment que comment je vais dire, il n'y a pas un accompagnement significatif pour les populations qui n'ont pas de formation à être formées pour rejoindre le marché de l'emploi, ça c'est un. Et deuxièmement, si l'État ne donne pas des gages pour que les micro-entreprises puissent se créer, parce qu'on sait que ce sont les micro-entreprises qui peuvent créer de l'emploi. 3, si il n'y a pas de faire en sorte que quand les gens ont des emplois, d'être protégés à des licenciements abusifs. 4, on peut citer plein d'exemples qui font que, même si on parle de taux d'intérêt élevés, de taux d'intérêt macroéconomiques qui sont élevés, mais ça ne se ressent pas dans le panier de la ménagère. Elle se dit, la Côte d'Ivoire a 10% de croissance, mais moi,
ça ne change rien chez moi. Au final, les populations ne le ressentent pas. Les populations ne le sentent pas. Par exemple, quand on prend le cas de la France, il y a ce qu'on appelle le RSA, le RMI, les formations, l'incitation au retour à l'emploi. Il y a plein de mesures qui font que chaque population, chaque citoyen est touché par une mesure économique qui est décrétée à l'Élysée, qui est prise à l'Élysée. Alors qu'en Afrique, ce n'est pas ça. C'est seulement les grandes entreprises, des gens nantis qui profitent réellement des croissances africaines, en fait. Merci. Dans l'actualité également, le président ivoirien Alassane Ouattara, en visite officielle en France, s'est entretenu ce mercredi 15 mars avec son homologue, le président français François Hollande. À cette occasion, le chef de l'État ivoirien est notamment revenu sur le scandale des souscripteurs lésés de l'agrobusiness, mais aussi sur les conflits sociaux qui agitent le pays depuis le début de l'année 2017. Corinne Candem. En visite officielle en France depuis le 11 mars, le président ivoirien Alassane Ouattara a été reçu en audience à l'Élysée par son homologue français François Hollande ce mercredi 15 mars. L'occasion pour lui de rendre hommage à François Hollande à quelques mois de la fin de son mandat présidentiel. Au terme de l'entrevue, le chef de l'État ivoirien a été interrogé sur des sujets qui sont actuellement au centre des polémiques dans son pays. Principalement l'affaire dite des Madoff de l'agrobusiness. Non mais vous savez, l'agrobusiness c'est un problème d'escroquerie par un certain nombre de personnes qui sont d'ailleurs, qui font l'objet de poursuites. Des mandats d'arrêt internationaux ont été émis et les remboursements ont commencé aujourd'hui. Il faut protéger les Ivoiriens contre de telles pratiques et c'est cela notre rôle et nous l'avons engagé. Au sujet des conflits sociaux qui agitent le pays depuis le début de l'année 2017, notamment chez les militaires et les fonctionnaires d'État, le président Alassane Ouattara a souligné que les autorités mettaient tout en œuvre pour trouver un consensus qui satisfera les différents partis. Non, mais vous savez, les revendications sociales, c'est tout à fait normal. Les grèves, on en voit ici, on en voit partout. La Côte d'Ivoire est une économie dynamique, les choses se passent bien. Les fonctionnaires, après 25 ans de blocage de salaire, ont eu des augmentations de salaire de 20 à 50% au cours des 4 dernières années. Mais nous le savons tous, l'appétit vient en mangeant. Donc ils en demandent plus, nous négocions. En effet, la contestation sociale s'étend de nouveau chez les fonctionnaires qui, malgré la revalorisation de leur salaire en 2014, menacent de se remettre en grève dans les prochains jours si près de 380 millions d'euros d'arriérés ne leur sont pas versés. Alpha Diallo, le président Alassane Ouattara a tenté de rassurer. Est-ce qu'il a été rassurant ? Sur les mots, sur les verbes, sur les phrases, il a tenté de rassurer. Mais est-ce que ces mots-là permettent de calmer les Ivoiriens qui sont un peu dans le désarroi? Comme on disait tout à l'heure, on dit que la Côte d'Ivoire a une croissance de 10%, qu'il y a des routes, qu'il y a plus d'eau, qu'il y a plus d'électricité depuis l'arrivée d'Alassane Ouattara. Mais quand même, il faut reconnaître qu'il y a une bonne partie des Ivoiriens qui ne voient pas dans la vie de tous les jours, dans leur quotidien, que la Côte d'Ivoire va mieux. Peut-être qu'il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de rébellion, les gens ne sont pas tués dans les quartiers un peu partout, il y a plus d'insécurité. Mais quand tous ces facteurs-là sont maintenant stabilisés, les gens veulent aller beaucoup plus loin, les gens veulent voir leur quotidien s'améliorer, les gens veulent manger quotidiennement à leur faim, les gens veulent que leurs enfants aillent à l'école dans de bonnes conditions. Tout ça, ils ne le voient pas. Donc, ils veulent que la situation s'améliore. Ça, c'est un. Et deuxièmement, on a toujours l'impression qu'en Côte d'Ivoire, il y a deux partis. Il y a les vainqueurs et les vaincus. C'est-à-dire que les rebelles, les ex-rebelles, qui ont demandé une révalorisation salariale, d'ailleurs, eux qui ont enclenché le mouvement, qui ont demandé une révalorisation et beaucoup d'autres avantages, ils ont tout ce qu'ils voulaient quand ils se sont mis, en grève. Et après, maintenant, c'est d'autres couches de l'armée qui ont demandé. Et après, c'est les fonctionnaires. Et après, c'est les populations qui ont demandé. On voit même que le président Alassane Ouattara a bloqué un décret d'augmentation de l'électricité. Autant vous dire que la situation... Comme je vous disais tout à l'heure, les Ivoiriens disent qu'il ne faut pas confondre calme et stabilité. Alassane Ouattara a été réélu, mais il ne faut pas se leurrer que la situation en Côte d'Ivoire n'est pas tout à fait rose en fait. Alfred, rapidement, le président Alassane Ouattara est revenu sur la grogne des militaires. Est-ce que vous pensez que la gestion de la crise par les autorités a été efficace ? Efficace, je n'en sais rien, mais je crois qu'elle a été calamiteuse. Évidemment, aujourd'hui, ça se calme, c'est-à-dire que dans un premier temps, il aurait fallu être ferme avec les militaires, leur rappeler leur devoir de réserve, de rester dans les casernes. Il y a une hiérarchie militaire qui est là, les revendications passent par la hiérarchie. Qu'à cela ne tienne,
Le gouvernement a essayé de parer au plus pressé. Maintenant, les choses semblent se tasser, semblent se calmer. Et petit à petit, les négociations sont mises en place. C'est déjà une bonne chose. Parce que dans toutes circonstances, il faut savoir raison garder. Les revendications sont légitimes, mais il ne faut pas aller au-delà, justement, de ce qui est permis, autorisé par la loi. Merci. Et tout de suite, notre chiffre du jour. Le Cameroun abrite à lui seul 54% des grands projets d'infrastructure recensés en Afrique centrale. Le Cameroun aligne 5 projets contre 3 pour la République démocratique du Congo et 2 pour le Gabon. À noter qu'à l'échelle continentale, 24 des plus grands projets d'infrastructure en gestation sont recensés en Afrique centrale. Alpha Diallo, qu'est-ce que reflète ce chiffre? Qu'il y a une véritable politique volontariste en matière d'infrastructure au Cameroun? En fait, disons que c'est vrai qu'il y a une vraie politique, une vraie volonté politique de l'État camerounais à investir, même si ça fait longtemps que M. Paul Biya est là et qu'on sent qu'il a tout verrouillé. Mais quand même, pour ceux qui connaissent les Camerounais, exactement. Mais tous ceux qui connaissent bien les Camerounais savent qu'il y a un bon niveau de formation, qu'il y a un bon niveau dans tous les domaines régaliens où l'État camerounais ne lésine pas sur les moyens. Et aussi, il faut passer à la stabilité sociale, politique aussi. Au Cameroun, malgré qu'on dit qu'il y a une dictature et tout, qu'il n'y a pas de rébellion. Donc, comparativement au Congo où il y a une rébellion, où c'est une dynastie qui est là, ça fait un peu longtemps. Donc, le Cameroun bénéficie de cette stabilité-là et d'une bonne image qu'elle a au niveau de l'extérieur, même si les Camerounais ne voient pas d'un bon œil leur président. Alfred, est-ce que ce chiffre, ça veut dire que le Cameroun est en avance ou est-ce que ce sont les autres pays qui sont à la traîne? Non, je veux dire que moi je dirais qu'il y a une dynamique générale en Afrique centrale. Mais simplement, le Cameroun bénéficie de sa bonne image auprès des institutions qui acceptent de financer les projets qui sont proposés, mais qui sont des projets aussi très importants, comme le port de Kribi ou de Limbe, par exemple, et puis les projets hydroélectriques. Donc, il y a certainement une vision qui est là, mais qui est acceptée par les institutions de financement, et donc voilà pourquoi ça se passe de cette manière-là. Merci. C'est à présent la fin de cette émission. Demain, retrouvez le 5e et dernier volet de cette semaine consacrée à la souveraineté énergétique. Alpha Diallo, merci d'avoir été avec nous. Merci pour votre invitation. Merci aux téléspectateurs d'Africa 24. Et Alfred, merci également d'avoir été là. Ravissement de vous avoir retrouvé autour de ce plateau, Fanny, et puis à mes très chères téléspectatrices aussi. Merci de leur accueil bienveillant une fois de plus. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa News.